Et bonjour tout le monde. On se retrouve à l'avant de Saori. On est en plein milieu du golfe de Salerno, j'imagine, ça doit s'appeler comme ça cet endroit. Et c'est vraiment, on a une vue imprenable là. On a toute la suite de notre aventure qui se dresse devant nous. On commence à bien apercevoir les côtes. Et on voit jusqu'à Capri hein, qui est là-bas. On voit toute la côte amalfitaine là. Vous avez tout le plan sur la côte amalfitaine avec ces deux monts là qui culminent à plus de 1000 mètres de hauteur. Et Capri là-bas c'était pareil, c'était 600 et quelques mètres de falaises abruptes comme ça qui tombaient et nous on naviguait juste en dessous de ces 600 mètres là. C'était vraiment très impressionnant. Voilà, un superbe endroit. La mer est toute plate, plus ou moins, et du coup on en profite pour essayer de repérer à l'horizon peut-être des mouvements de cétacés hein. Ça fait quand même depuis toute mon arrivée en Italie que j'espère en voir, parce que je sais qu'elles sont plus souvent présentes par là que du côté espagnol et sud méditerranéen français. Et malheureusement, bon voilà, on reste aux aguets. Voilà, bien écoutez, je suis désolé de la vidéo tout à l'heure, on s'est quitté comme d'hab avec plus de batterie pour changer. Et ça risque d'être la même chose pour cette vidéo là, donc je m'excuse par avance si ça coupe d'un coup. Mais c'est qu'on parle beaucoup et c'est que sûrement on a pas mal de choses à raconter. J'espère que ces vidéos là, cette série vous intéresse. C'est quand même pas mal de ressentis en commun avec les collègues de Limeray là qui ont écrit ce Vagnon, et je trouve ça intéressant. Donc on va reprendre directement où on en est, vu que là on bombarde un peu. Enfin bon, bombarde c'est toujours relatif, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va abattre pour récupérer un cap qui nous dirige vers Paestum que j'ose espérer qu'on aura l'occasion d'y aller et de vous en faire une petite vidéo, qui est un des derniers paradis terrestres. Et vu qu'on va discuter, ce que je vais faire c'est que je vais enrouler un petit peu de Genoa. Voilà, ça c'est juste pour pouvoir faire ma veille tranquillement pendant que je discute, parce que Genoa plein avec un petit peu de gîte, ben forcément ça nous cache toute la vue, et donc il faut constamment que le barreur choquer un tout petit peu, il faut constamment que le barreur du coup surveille, se penche en permanence pour surveiller sous le Genoa. Voilà, parfait. Et puis comme ça vous avez plus de vent dans la caméra et on va pouvoir continuer. Alors, nous en étions où? Nous en étions, on parlait eau, on parlait électricité. Qu'est-ce que j'ai pas dit sur l'eau? Je pense que l'eau on a fait à peu près le tour. Après c'est à tout à chacun sa gestion de l'eau, surtout par rapport à l'environnement quoi, puisque techniquement de l'eau potable il y en a dans tous les ports en Italie quoi, donc c'est pas trop le problème. On parlait de électricité et du coup je vous montrais, voilà, je parlais que ça c'est la petite prise, et il existe le même modèle, enfin un modèle différent du coup, un peu plus gros, un peu plus large, et il est bon peut-être fait pour les yachts notamment, qui consomment plus, qui ont des grosses machines à l'intérieur, des frigos américains, des machines à laver, il y a de tout hein, dans ces yachts hein. Donc du coup pour ça ils ont des prises qui sont plus imposantes, qui peuvent faire un plus gros débit. Et bah, si jamais la seule place qui vous reste, bah, c'est un endroit où il y avait prévu pour ces bateaux là, et qu'il n'y a pas d'adaptateur, et que la capitainerie sont fermés, ils en ont pas, ou je ne sais quoi, et bien ça peut être intéressant quand vous voyagez d'avoir cet adaptateur dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, parce que si vous avez ce gros truc là, j'imagine que ça peut être intéressant, selon ce que vous consommez évidemment, d'avoir un adaptateur. Voilà, donc on va continuer, voir ce qu'il raconte. Est-ce que notre cap vers Paestum est bon? Il est parfait, il est parfait. Alors
j'espère au fond de moi que l'on pourra apercevoir, si possible, le fronton du temple d'Athéna. Ça serait un rêve, mais je pense que la ligne d'arbres là est trop imposante pour que l'on puisse voir jusque là. C'est sur un petit, celui d'Athéna, contrairement aux deux autres, il est sur un petit monticule de terre, donc c'est un peu mon seul espoir, mais j'y crois peu. Voilà, bon écoutez, on reprend directement. Électricité, la plupart des prix sont en nanana, nanana, débranché, nanana. C'est à peu près ce que j'étais en train de vous dire. Il vous faudra produire votre énergie vous-même. Il faut donc estimer votre consommation, installer des batteries ayant une capacité suffisante et pouvoir les recharger vous-même. Bon, ça sous-entend notamment des panneaux solaires. En Méditerranée, c'est clairement le truc le plus adapté. La plupart des voiliers choisissent panneaux solaires ou éoliennes pour compléter la charge de l'alternateur, évidemment, puisqu'il y a quand même, comme je vous l'ai maintes et maintes fois expliqué, le simple fait d'allumer le moteur va recharger vos batteries. Donc si vous n'avez pas de consommation excessive, vous n'avez pas du tout besoin d'installer des panneaux solaires sur votre bateau. On peut avantageusement remplacer le régulateur standard de l'alternateur fourni par le fabricant par un régulateur électronique. En outre, si le moteur est suffisamment puissant pour la taille du bateau, on peut ajouter un second alternateur. Vous voyez, j'avais aucunement idée de ça, je ne savais pas du tout que ça existait. Dans la mesure du possible, il est préférable de ne pas s'équiper d'un générateur pour charger les batteries et faire fonctionner le matériel électrique. Il n'y a rien de plus pénible que d'être près d'un bateau qui fait tourner son générateur dans un mouillage qui devrait être tranquille. Moi ça, j'ai jamais vu ça. Les générateurs, ils parlent évidemment des gros yachts qui eux ont tous des générateurs et qui font tous un boucan infini. Les yachts et les énormes bateaux, les encore plus gros, les cargos, etc., qui dès qu'ils sont au mouillage sont toujours moteurs allumés en permanence 24 heures sur 24 pour pouvoir faire tourner juste l'électricité à bord, quoi. Ce qui est encore une fois complètement du non-sens par rapport au plaisir d'aller mouiller avec son ancre dans un endroit qui ne gêne pas, donc sur un banc de sable à la voile, et là vous dérangez personne et vous pouvez en plus profiter de la nature qui a sa place, alors que sinon vous imaginez bien qu'entre trois yachts full générateur toute la nuit avec les LED qui éclairent en dessous du bateau pour faire comme des néons sur des voitures tuning, bah là forcément c'est pas la même ambiance. Donc tac, c'est également gênant pour la marina. Si vraiment vous devez polluer l'air et la mer avec le bruit et les gaz du moteur, allez de préférence dans un port bruyant déjà recouvert d'une nappe de gasoil et restez-y le temps de faire tourner votre générateur. À tout le moins, utilisez votre générateur en dehors de la sieste ou des heures de repas. Bref, on s'en fout, ça nous intéresse pas vraiment. Gaz, blablabla. Bon, le gaz c'est assez classique. Réservoir à eau noire. Bon, tout ça c'est la législation, on va pas tout lire. Mise à sec et chantier, pareil, on va pas lire. Pièces détachées, moi ce que je peux vous dire, il parle de livraison. Si vous êtes dans le sud de l'Italie, il peut être intéressant d'attendre d'aller à Malte où l'on trouve... Ouais, bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme je vous l'ai déjà maintes et maintes fois dit, et plus on va dans le sud, pire c'est évidemment, mais c'était déjà le cas même en Ligure et même en Toscane, il y a très peu de magasins d'accastillage, comme on a trop l'habitude d'en voir en France. En France, dans chaque port, comme je le dis, il y a un accastillage diffusion, un U-Ship, un Big Ship et compagnie. Et en Italie, même dans des grandes marinas, des grands ports principaux, c'est galère de trouver autre chose qu'un mécano, qu'un chantier, quelques pièces de dépannage, etc. Donc bon, du coup, le simple fait des fois moi je dois changer une drisse, bon bah ça fait depuis à Rome j'ai pas pu, etc. Donc il y a quand même des endroits où vous pensez que c'est simple et en fait vous allez être surpris. Donc quand vous partez en Italie et même dans un pays étranger, comparé à la France où là vraiment dans n'importe quel port on peut refaire à neuf son bateau,
pensez bien d'avoir des pièces de rechange, d'avoir un double de chaque pièce consommable à bord, que ce soit moteur ou autre, d'avoir du double, de vérifier constamment, etc., d'entretenir, tout ça c'est hyper important, et d'avoir surtout tout ce qu'il faut à bord. Voilà. Sinon il parlait de livraison. Le comportement macho, bon, on va pas tout se taper. Qu'est-ce que... Des vedettes à port, nanana. Bon, il a eu... Je pense qu'il a eu un peu marre du trafic. Je pense que vraiment, on a une grande chance de naviguer en ce moment et pas en plein mois de juillet. Ordures, formalités, immigration et contrôle à la frontière, espace Schengen, tableau récapitulatif, bateau immatriculé dans l'Union Européenne, bateau non immatriculé, réserve et parcs nationaux. Donc ça c'est les zones A, voilà, ça c'est intéressant de lire. Vous allez voir sur votre Navionics, donc on parlait, je regarde la batterie, combien il reste, ouais ça va. Donc sur votre Navionics, sur votre carte électronique marine, vous allez avoir écrit Scolio, c'est donc on a vu que c'était les hauts fonds. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? J'ai plus. Après, bon, pour le reste de la nomenclature et au niveau graphique, c'est exactement pareil que sur les cartes marines françaises. Hein. Donc, je vais pas vous expliquer les phares, les phares à secteur, les chenals d'approche, les DST. Tout ça, c'est exactement pareil, évidemment, en Italie. Après, en Italie, au niveau des réserves naturelles, qui sont très souvent délimitées de bouées de marque spéciale jaune, hein, quadrillées de marque spéciale jaune à chaque fois, pas tout le temps visible et pas tout le temps présente. Hein. D'expérience, faut pas forcément s'y fier. Et il faut plutôt regarder la carte, où là tout est écrit. Donc, la réserve, la zone A, c'est la riserva integrale. Donc c'est la réserve intégrale. Là, c'est clairement... Alors, je vais tout vous lire, exactement. Mais techniquement, vous n'avez pas le droit d'y aller du tout. Il est interdit de naviguer ou de mouiller dans la zone. Il est interdit de pêcher dans la zone. Il est interdit de polluer la zone de quelque façon que ce soit, y compris en pompant l'eau des fonds ou des eaux noires ou grises. Il est interdit de prélever toute plante ou tout animal et d'interférer dans les strates minérales de la zone. La baignade est limitée aux zones indiquées. La zone est définie par des bouées jaunes avec voyants placés, etc. Donc c'est les marques spéciales dont je vous parlais. Donc ça, il y en a très peu. Et sur Navionics, il y a des sens interdits de partout. Donc vous imaginez bien, c'est assez lisible. Vous voyez une zone quadrillée de marque spéciale. Donc forcément, vous regardez ce qu'il y a dedans. Vous voyez sur votre carte. J'ai ma zone de marque spéciale. Je clique avec ma tablette. Je fais le point d'interrogation, j'ai tout qui s'affiche et là je vois marqué zone naturelle protégée et je vois tous les sens interdits, etc. plus les diverses explications. Donc n'hésitez pas à utiliser Navionics intelligemment et pas juste suivre votre route tout droit comme un GPS. C'est bien plus que ça, ça va vous indiquer la nature des fonds, les zones de restriction, elles sont toutes écrites, des fois en anglais, des fois traduites en français et des fois en italien. Alors après, la zone B, c'est ce qu'on retrouve assez fréquemment pour le coup, c'est la riserva generale. Il est interdit de pêcher sous quelque forme que ce soit et la navigation et le mouillage sont autorisés bien qu'il puisse exister des restrictions spécifiques à la réserve considérée. Donc souvent dans les zones B, c'est écrit, donc les zones B, c'est écrit sur Navionics que l'on peut naviguer et il est écrit interdit de mouiller en soi dans quasiment toutes les zones. Et après, en pratique, quand vous allez sur place, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui mouillent, donc, à l'ancre, sur des endroits spécifiques, etc. Donc, après, il faut se renseigner. Si vous restez longtemps dans un endroit, il faut se renseigner. Mais si vous êtes de passage, bon, c'est plus compliqué de se renseigner sur la légalité de chaque endroit, chaque mouillage, etc. C'est pas parce qu'il y a des gens au mouillage que vous pouvez y aller. Ça se trouve, ils vont tous se faire épingler et tous se prendre une amende parce qu'ils sont dans une zone B réservée. Voilà, de toute façon, il y a plein d'endroits pour mouiller hors de ces zones-là en Italie. Il parlait aussi que il parlait notamment que des fois vous allez avoir les étrangers, entre guillemets, les bateaux qui viennent d'ailleurs vont même de villes différentes qui ne sont pas des locaux,
vont peut-être ne pas avoir le droit de mouiller à certains endroits, alors que les locaux vont pouvoir laisser leur bateau, notamment là dans le coin, c'est notamment le cas. Les locaux, eux, ils ont le droit d'avoir leurs petites bouées, etc., qui sont à eux, et où être au mouillage. Et donc c'est pas pour autant que vous voyez des bateaux que vous allez pouvoir jeter l'ancre vous-même. Voilà, donc renseignez-vous là-dessus. Réserve C, la pêche professionnelle est interdite et la pêche sportive et la plongée à bouteille peuvent être limitées dans quelques secteurs, etc. Voilà. Après, il y a tout qui est écrit, tous les endroits justement, toutes les zones. D'ailleurs, on en a vu un paquet, je suis en train de les voir, mais... Oh là là, c'est fou, hein. Parce que Bergheggi, ça on l'a vu. Bergheggi, je sais pas comment on dit. Promontorio di Portofino, on l'a vu. Cinque Terre, on l'a vu. Secche di Meloia, je sais pas où c'est, et Secche di Tor Paterno, je sais pas où c'est, mais on n'a pas dû passer très loin. Isola Ventotene et Santo Stefano, on y était. C'était Ventotene, on y était. Baia Gaiola, j'imagine que c'était Baia, c'est là où on était. Regno di Nettuno, c'est pareil, on y était. C'était à côté de Vivara. Costa degli Infreschi della Maceta, ça je sais pas où c'est. Et après c'est Sicile et Mérionienne, donc après on n'y est pas encore. Et il est vrai que c'était les plus beaux endroits. Parcs nationaux, on a Parc national des îles Toscanes avec la Gorgogne, Capraia, Elbe, Pianosa, Monte Cristo et Gianutri. Et il y a Il Giglio aussi, l'isola del Giglio, je sais pas pourquoi elle n'est pas écrite, parce que peut-être qu'elle n'en fait pas partie, mais elle est au même endroit. Il n'est pas rare de voir des yachts et d'autres petits bateaux naviguant dans ces zones. Il arrive que les petits bateaux soient autorisés à naviguer là où les yachts ne le sont pas, et certains yachts peuvent être autorisés également. Il n'est jamais conseillé de naviguer dans des zones réglementées. Oui, de toute façon. Oui, c'est le meilleur moyen pour que les gardes-côtes ils foncent sur vous et qu'ils viennent vous chercher les noises. Et de se prendre des amendes. On parlait de 350 €, mais ça peut être plus selon là où vous êtes. En tout cas, à retenir surtout que zone A, c'est strictement interdit. Document d'enregistrement du bateau, licence radio, bon tout ça c'est assez classique, navigation à l'étranger. Comme je vous l'ai dit, on va surtout vous demander pollution, règlement de la pollution au noir. On va surtout vous demander l'acte de francisation, donc la carte grise du bateau vulgairement. On va vous demander vos papiers d'identité et on va vous demander l'assurance du bateau. Voilà, tout simplement. Ce qui est logique et ce qui était le cas aussi en Espagne. Dès que j'ai quitté la France, on m'a demandé ça à chaque fois. Alors qu'en France, on me demandait juste mon acte de francisation, ça suffisait. Et peut-être, non, même pas l'assurance. Enfin, il n'y avait pas le check-in complet comme on fait dans les autres pays à l'étranger. Haute-cale, etc. Bon, je vais voir combien il reste de batterie. Je voulais finir sur... Ouais, c'est bon, on en a encore. Je voulais quand même vous parler de la langue en soi, quoi. Parce que si là, ça vous donne envie, etc., de venir en Italie, tout ça... il faut savoir que les Italiens sont réputés pour avoir un très mauvais français et avoir quasiment aucun français et un très mauvais anglais, quoi, de base. Donc contrairement à beaucoup de pays en Europe où on peut très facilement aller communiquer avec quasiment n'importe qui, même un peu dans les endroits un peu reculés en anglais, là en Italie ça va être compliqué, quoi. Donc voilà, il va falloir il y a un peu peut-être pour certains la barrière de la langue. Les Italiens en soi sont très chaleureux, c'est un petit peu comme les Grecs, comme ce que moi j'ai pu ressentir pour vous en Grèce, puisque moi la Grèce je connaissais pas du tout, j'avais complètement la barrière de la langue, je connaissais aucun mot. Je pense qu'en Italie c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous apprenez quelques formules de politesse dans la langue et que vous faites un peu l'effort et tout de ne pas avoir l'arrogance de parler directement dans une langue qui n'est pas la leur, je pense que ça met direct une bonne entente. Et puis après ils vont tout faire, tout mettre en œuvre pour essayer de vous comprendre, de faire tous les moyens possibles. N'oubliez pas qu'ils parlent aussi le langage des signes, le langage des mains. Donc au final je pense que vous vous y retrouverez. Aujourd'hui de toute façon avec un téléphone vous pouvez traduire très facilement. Mais bon voilà, et puis là où je voulais en venir également, c'est que même en parlant italien, même avec des notions d'italien, etc., vous pouvez vous retrouver dans des endroits, que ce soit la Toscane, que ce soit Naples, et que ça va être encore pire la Calabre, des endroits où l'accent, il y a carrément un dialecte qui est complètement différent, c'est même plus un accent, c'est vraiment un dialecte avec
voire même une langue différente hein, pour la Calabre. Donc vous pouvez aussi, malgré vos notions, être complètement perdu et ne pas piger un mot à ce qu'il raconte, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Pourtant, comprenant l'italien de base, la personne avait beau me répéter 15 fois la même chose, vu qu'à chaque fois il me le répétait en dialecte, sans jamais changer ni d'intonation, ni essayer de la faire en italien. Et bien du coup, bah, forcément, bah, bloqué, quoi. Mais même là, on arrive à débloquer la situation, et de toute façon, les Italiens sont quand même très chaleureux, très accueillants. On peut avoir des mauvaises surprises, notamment, moi vraiment les mauvaises surprises, je les ai toutes eues dans des endroits chers, où d'un coup les gens se prennent... d'un coup on passe de typique l'humain qui est vraiment égal pour tous en Italie, ou vraiment ouvert, les gens discutent volontiers avec les étrangers, les gens peuvent passer 3/4 d'heure à discuter avec vous, etc. Il y a vraiment ce côté dolce vita où les gens prennent le temps de parler et de communiquer, que ce soit entre eux, mais aussi avec des gens qui ne connaissent pas. Et donc ça c'est vraiment très agréable. Et d'un coup, vous pouvez vous retrouver dans un endroit un petit peu riche, un petit peu huppé, etc. où c'est tout à fait l'inverse. Vous vous retrouvez à être un portefeuille sur pattes. Et tout ce qui vous intéresse, c'est de vous prendre un peu là, de vous prendre aussi un peu là, un peu là, un peu là, la moitié en cash, la moitié vous savez pas. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas que vous êtes en train de vous faire arnaquer dans un endroit où c'est de l'arnaque, quoi. Non, c'est juste que même la prochaine personne qui viendra une semaine après vous, elle subira le même tarif, quoi. Donc voilà, il y a des endroits qui sont quand même un petit peu plus réservé à certaines personnes, mais comme peut l'être Saint-Tropez, hein, comme peut l'être Monaco, je connais pas, mais j'imagine que c'est un peu la même ambiance, etc. Donc du coup il faut aussi, si jamais vous arrivez dans un endroit, c'est un de vos premiers ports en Italie et vous avez une mauvaise expérience, n'hésitez pas à réitérer l'expérience, à réitérer à naviguer de plus belle, et vous allez voir que des belles personnes, il y en a à foison en Italie, et c'est vraiment une de ses grandes qualités. Il y a les qualités culinaires, il y a les qualités du paysage, il y a les qualités de vie, etc. Mais il y a aussi la qualité de la chaleur humaine de ces gens-là, notamment réputés dans l'Italie du Sud, hein. Plus on descend, plus là, plus ce phénomène est exacerbé. Mais voilà, ça reste quand même une généralité, même si, comme partout, il y a des exceptions. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait quand même un peu le tour. C'était intéressant de faire un petit point déjà sur l'expérience en Italie, tout ce que j'ai pu vivre et découvrir depuis, comme je vous ai dit, hein, depuis Vintimille jusque là, on est au sud de Salerno. On se dirige vers Agropoli, qui est juste en face de nous. Pareil, on vit l'histoire, on a tout ce côté historique, toutes ces navigations qui sont faites depuis des milliers d'années. Et puis dès que vous arrêtez, vous avez des temples qui ont 3000 ans, qui sont juste à côté de vous. À Baia, depuis le port, on voyait les temples antiques. C'était incroyable. On était à quelques dizaines de mètres des temples, quoi, illuminés la nuit et tout. C'est magnifique, voilà. Donc il y a beaucoup de belles choses à voir. Et je vous invite du coup à découvrir cela. Voilà. Après, comprenez, là où je voulais en venir au tout début, c'était comprenez que ça va être compliqué si vous arrivez qu'avec de l'anglais et de l'italien. Il va falloir utiliser beaucoup du Google Traduction, parce que c'est pas comme d'autres pays en Europe où on a l'habitude de pouvoir parler en anglais avec tout le monde. Après, parlant italien avec tout le monde, je ne sais pas trop, j'ai jamais trop essayé de parler anglais en italien. Mais bon, de réputation, je sais que ça doit pas être simple. Je vous embrasse, je vous laisse sur ce magnifique paysage du golfe de Salerno, ouais, c'est ça. Et on se retrouve un petit peu plus tard, on va voir. J'espère qu'on aura l'occasion d'aller à Agropoli, à Paestum. Voilà, je vous embrasse et puis je vous retrouve sûrement au pied des temples. À bientôt, bye bye.